Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un article qui couvre la victoire un peu compliquée de la Côte d'Ivoire. 1-0 contre le Mozambique pour leur entrée à la CAN 2025. Oui, un service minimum, comme le dit le paquet. Exactement. Et c'est un peu ça le sentiment. L'article est factuel, il est précis, mais il laisse une impression un peu creuse. On a le résultat, mais pas vraiment l'histoire qui va avec. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène directement au premier point. Le problème le plus fondamental, c'est que l'article choisit la chronique, le factuel, plutôt que le récit. C'est-à-dire qu'il raconte les faits dans l'ordre où ils se sont passés. Voilà, mais en faisant ça, il rate complètement l'occasion de construire une histoire autour du cœur du sujet, qui est cette victoire douloureuse. Le texte, en fait, il reste en surface. Il mentionne bien que les Mozambicains ont dicté le tempo. Mhm. Et il parle de service minimum. Mais ça reste des étiquettes. On ne ressent pas la tension, le poids des attentes sur les épaules de ces champions qui trébuchent d'entrée. C'est intéressant que tu parles de récit. Parce que, bon, dans le journalisme sportif, on nous apprend souvent à être factuel, à suivre la minute par minute. Tu penses qu'il faut complètement abandonner ça? On ne risque pas de perdre le lecteur qui veut juste les faits? C'est une excellente question. Et tout l'enjeu est là. Il ne s'agit pas d'abandonner les faits, jamais. Mais de les organiser autrement, pour leur donner un sens, une âme. L'info brute, le score, le lecteur l'a déjà eu en direct. Bien sûr. Ce qu'il vient chercher, c'est une perspective. Et ça passe par la narration. Imagine si, au lieu de la chronologie, on commençait directement par le paradoxe de ce match. Comment ça? Quelque chose comme les champions d'Afrique en titre, les éléphants, entament la défense de leur couronne non pas avec un rugissement, mais avec un murmure. Ah oui, là tu m'accroches tout de suite. Ça pose un enjeu. La question n'est plus que s'est-il passé, mais pourquoi cette déception? Exactement. Et pour la suite, on peut structurer par thème, pas par minute. On pourrait avoir une partie, disons, le doute s'installe. Et là, on ne se contente pas de dire que le Mozambique a dominé, on le montre. On décrit l'ambiance, la difficulté des Ivoiriens. Voilà, on décrit la difficulté à sortir le ballon, le silence qui commence à s'installer dans le stade. On raconte comment, minute après minute, le statut de favori s'est effrité. Et le but d'Amad Diallo. Alors, dans une chronologie, il arrive à la 26e minute, point. Comment tu l'intègres dans ce récit thématique? Il devient le pivot d'un autre chapitre. On pourrait l'appeler l'éclair individuel face au néant collectif. Pas mal. Du coup, ce but n'est plus un simple événement, il devient un symbole. Ce n'est pas le fruit d'une action construite, mais c'est l'exploit d'un seul homme qui vient masquer les faiblesses de l'équipe. C'est un faux réconfort, en quelque sorte. C'est une analyse beaucoup plus profonde que de juste dire but à la 26e minute. Absolument. Et pour la fin, on boucle la boucle narrative, on ouvre sur l'avenir, on maintient l'attention. Le prochain match, c'est le Cameroun. Le gros choc. Donc on termine avec la question que tout le monde se pose. Exactement. Cette victoire laborieuse est-elle le signal d'alarme nécessaire avant d'affronter un adversaire d'un autre calibre ou le symptôme d'une équipe encore en quête de certitude? Et là, on a transformé un compte-rendu en début de saga. D'accord? Donc en créant ce récit, on rend le match beaucoup plus captivant. Mais même avec une belle histoire, si elle se déroule comme ça dans le vide, elle perd de sa portée. J'ai l'impression que c'est un peu le cas ici, non? Tu mets le doigt sur le deuxième gros problème. L'article traite ce match comme un événement complètement isolé. Il est tellement concentré sur le terrain qu'il oublie tout ce qu'il y a autour. Alors qu'un match de poule de la CAN, ça n'existe que par son contexte. Précisément, le lecteur averti y veut comprendre la signification de ce score. Pourquoi ce service minimum est si préoccupant? Oui, c'est le fameux « et alors ?» L'article mentionne le match contre le Cameroun, mais c'est juste une info, ce n'est pas analysé. C'est ça. Le potentiel est énorme et il n'est pas du tout exploité. D'abord, il y a le groupe F. Ce n'est pas un groupe facile. Il y a le Gabon aussi. Comment ce petit 1-0 place la Côte d'Ivoire, stratégiquement? On pourrait dire que ces 3 points sont vitaux, mais qu'ils ressemblent presque à un sursis. Voilà. Et que la faible différence de but pourrait être un vrai handicap dans les décomptes finaux. Ça change tout. Le score devient une variable stratégique. Et il y a aussi la comparaison avec les autres. C'est essentiel pour juger une performance. Évidemment, à 1-0, ça peut être une démonstration de force ou un signe de faiblesse. Tout dépend de ce que les autres font. Et justement, les sources disent que le Sénégal s'est imposé avec autorité, 3-0 je crois. C'est une information en or. Il faut créer ce contraste, le mettre en scène. Alors que les éléphants peinés, les lions de la Teranga, eux, envoyaient un message fort. Ça crée une course à distance entre les favoris. On ne parle plus juste d'un match, mais de la bataille pour le titre. C'est ça. Et puis,
Même au sein de l'équipe ivoirienne, il y a des micro-histoires qui sont à peine effleurées. Je pense au retour de Zaha et Seri. C'était un événement. Oui, l'article le mentionne, mais sans l'exploiter du tout. Absolument. Leur titularisation, elle symbolisait quelque chose. La question c'est, ont-ils eu l'impact attendu? Et la réponse, clairement, est non. Et ça, il faut l'analyser. Il faut le dire. Malgré le retour de leaders techniques comme Jean-Michel Seri, la maîtrise collective est restée étonnamment absente. Là, on connecte une attente forte à une réalité décevante. C'est beaucoup plus fin. D'accord, donc on a maintenant une histoire captivante, qui a une signification dans un contexte plus large, mais il me semble qu'il manque un élément essentiel à toute bonne histoire, un antagoniste crédible. J'ai l'impression que le Mozambique est le grand oublié de cet article. C'est le point final. Et c'est peut-être le plus important. La question que le papier ne pose jamais, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire a mal joué ou est-ce que le Mozambique a très bien joué? La nuance est capitale, oui. L'un, c'est une faute interne, l'autre, c'est un défi externe qui a été surmonté, même dans la douleur. Ce qui est narrativement beaucoup plus fort. Une équipe qui survit à un adversaire redoutable, c'est une histoire bien plus intéressante. Et là, l'article penche clairement pour la première option, en qualifiant le Mozambique de « petit pousset ». C'est ça le problème. En le diminuant, on affaiblit la performance ivoirienne. On lit qu'ils ont dicté le tempo, mais on ne comprend pas comment. Quel était leur plan? Du coup, la performance des Ivoiriens apparaît juste comme une contre-performance un peu bizarre, inexpliquée. Pour corriger ça, il faut changer d'angle. Il faut présenter le Mozambique comme un adversaire tactiquement intelligent qui a activement mis en difficulté les champions et qui a surtout révélé leurs failles. C'est beaucoup plus intéressant, en effet. On passe d'un géant qui trébuche à un géant qui a été poussé dans ses retranchements. Concrètement, comment on peut montrer ça? En se basant sur les faits du match et en leur donnant une intention. Au lieu de dire « les Ivoiriens ont eu du mal à relancer », on analyse et on propose, loin de se contenter de défendre, l'équipe de Chiquinho Condé a fait un choix audacieux, un pressing haut et coordonné. D'accord, et on explique les conséquences. En bloquant systématiquement les premières relances, les Mambas ont exposé un manque de fluidité criant. On peut même citer des joueurs. Sur les ailes, un joueur comme Jenny Katamo a constamment provoqué. Là, on donne du crédit à l'adversaire. Et ça redéfinit complètement la victoire douloureuse. Ce n'est plus douloureux parce que le score est faible, c'est douloureux parce que l'équipe a dû lutter contre un plan de jeu qui l'a mise KO. Tout à fait. Et la conclusion de cette analyse devient bien plus puissante. La véritable inquiétude pour la Côte d'Ivoire ce soir ne réside pas dans le score, mais dans les vulnérabilités que le plan de jeu mozambicain a si brillamment exposées. Une phrase qui fait un peu peur et qui donne une feuille de route à leur prochain adversaire? Des failles que le Cameroun ne manquera pas de vouloir exploiter. Voilà, on crée un lien logique. L'histoire n'est plus les champions trébuchent, mais les champions survivent à une embuscade tactique. C'est beaucoup plus épique. Et c'est là qu'on boucle la boucle. On a transformé un compte-rendu factuel en un thriller sportif. On a montré non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi c'était important. C'est la différence entre un article qu'on lit et un article qu'on ressent. En résumé, si on veut faire passer cet article au niveau supérieur, La stratégie est claire, en 3 temps. D'abord, on construit les fondations. On adopte une structure narrative forte autour de la victoire douloureuse pour créer une connexion émotionnelle. ensuite on bâtit les murs en élargissant la perspective. On ancre ce récit dans la réalité du tournoi, le contexte du groupe F, les performances des autres favoris. C'est ce qui donne du poids. Et enfin, la touche finale, on valorise l'adversaire. En traitant le Mozambique comme un acteur tactique intelligent, on offre une lecture beaucoup plus fine des difficultés ivoiriennes. Et leur victoire devient, même poussive, bien plus significative. Au fond, c'est une invitation à toujours chercher l'histoire derrière le score. Comment un simple 1-0 peut devenir le point de départ d'un récit qui part de doute, de stratégie et d'héroïsme. N'hésitez pas à nous soumettre vos versions révisées, la discussion ne fait que commencer.